football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et welcome to la zone, welcome back, belle année 2025, bah oui, émission de reprise pour nous et regardez, on a une très très belle tablée pour vous accueillir dans cette nouvelle année civile, cette nouvelle année 2025. Bonjour à toutes et à tous, ça fait extrêmement plaisir, voilà, je cache pas du tout mon plaisir de vous retrouver sur YouTube et tous les réseaux sociaux de la zone. Évidemment, ça va être aussi une des grandes mesures pour cette année 2025, on va essayer d'être le plus à la pointe possible et d'être le plus 2.0 possible. Voilà, on va essayer vraiment de faire plus d'interactions avec vous. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, chaque émission, chaque mois, et vous les entendez déjà se plaindre. Avant, bien sûr, de présenter le plateau, le nouveau plateau de la zone, on n'oublie pas les codes, bien sûr, on s'abonne à la chaîne, la petite cloche pour recevoir chacune des notifications à chaque nouvelle vidéo de l'émission. Voilà, vous connaissez bien sûr les us et coutumes. Alors, on y va. Let's go. Bon, bah, il est 21h. Il a du coffre. Il n'y a pas une émission où ça va être mais déjà, t'es bienveillant. À chaque fois, ils vendent les émissions. Ils disent non, mais nous, c'est bienveillant. Pour faire plaisir. Non, mais t'as raison d'être concis. Allez, ouais. Il est vivant, il est passé à ça de malade pendant 5 jours. D'ailleurs, on s'excuse, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Voilà, Monsieur était malade parmi beaucoup d'autres. J'ai fait 6 jours en enfer, tout à fait. Et donc, voilà. À chaque fois, on dit la santé, évidemment, c'est le plus important. Mais vraiment, là, je pèse mes mots. Je ne souhaite que une santé de fer pour tous nos abonnés. Vous êtes, on n'a pas dit le nombre d'abonnés, on approche doucement, mais sûrement des 300 000 abonnés, il faut le dire quand même. Ouais. C'est une étape. C'est une étape avant peut-être. Le milliard, c'est ce que tu avais annoncé déjà pour 2027, évidemment. Alors, on commence quand même par la nouvelle recrue, le rookie, Félix. Félix, quoi. Non, c'est l'accent. Parle un petit peu américain, évidemment, tu me connais. Énorme. Félix qui rejoint. Bonsoir. À nouveau. C'est qui ce mec ? C'est qui ce mec ? C'est la nouvelle. Bah, faut dire ce qu'il y a, il y avait un trou. Déjà, pardon, on va pas. Voilà, au-delà du fait qu'on s'apprécie tous, oui, vous aviez besoin, quoi. Voilà, tu vois. Vous voyez non, il a pas tort. Bon, c'est une ambiance exécrable qui règne autour de ce plateau. Bon, Félix, bienvenue parmi nous, à nouveau Zonard. Ça fait plaisir, on se connaît un petit peu. Voilà, bon, tu vas découvrir un petit peu la bête, mais voilà. Le bête. Ouais, bon, bref. L'humour, c'est pas son fort. Le goût. Bref, bienvenue à toi. Tu es ici chez toi, sache-le, Merci, c'est une belle famille qui s'agrandit donc de jour en jour. On est très content que tu fasses partie de cette famille. Ricky, Fatih, comment ça va ? Très bien, Alex. Merci beaucoup. Bah, content de retrouver Félix. Hein. Ça fait Félix, longtemps. Collègue. On sorti un petit moment, ça, en plus. Ouais. Ah non. D'un commun accord, on a décidé de prendre nos distances, mais c'est vrai que se réunir aujourd'hui, ça fait plaisir à tout le monde. La Ligue 2, quoi. Ouais, la Ligue 2. La multi-Ligue 2 sur Prime Video la saison dernière. Non, c'était vraiment un plaisir de retrouver Félix. Ricardo faisait semblant de connaître des latéraux. Alors là, je suis devenu un expert de la Ligue 2, franchement, grâce à Félix. Sur un an, sur une courte période, mais sur un an, c'était la référence. Ah non, c'était bien. En plus, la Ligue 2 aujourd'hui est magnifique. D'ailleurs, j'en profite quand même, puisque la passe décisive est toute faite. Merci. Et Ricky, la semaine prochaine, on va tourner une grosse émission avec Jérémy Ménez et 2 invités exceptionnels de stars de la Ligue 2. Ça concerne aussi d'ailleurs. Ah bon ? Ouais, tu vas voir pourquoi. Dis-moi tout. Bah, c'est Julien Lopez et Maxime Lopez qui vont venir sur ce plateau. Parisien. Donc Parisien et Marseillais. Nouveau frère connu dans le football. Ah ouais, en effet. Donc un point commun. Dès qu'ils sont arrivés sur cette terre, ils ont dit on veut faire exactement comme les frères Fatih. Exactement. Mais ils ont bien précisé comme plus Ricardo que l'autre, je cite. Merci Jo pour la précision. Voilà. Il n'attendait que ça qu'on le présente. Jo, belle année à toi. Quand même, franchement. Il vient en pyjama en plus, mais c'est hallucinant, en peignoir le mec. Ça, c'est magnifique. Je suis impeccable. Je suis encore plus beau que l'année dernière. C'est magnifique. Ouais, faut dormir. C'est juste ça, mais ok. Ça va, tout va bien. T'as passé de bonnes vacances. Bonnes vacances, du ski, superbe. Voilà. Écoute, je me suis reposé. Après, on peut parler de moi si vous voulez. Mais... Non, c'était vraiment juste histoire d'être poli. Voilà. Merci. Tu as été énorme en tout cas sur ces 5 premières minutes. On va lancer l'émission. Évidemment, grosse partie consacrée à la 7e journée de Ligue des Champions et à la victoire, le comeback historique du Paris Saint-Germain contre Manchester City. Pour être totalement transparent, on tourne le lendemain de cette victoire-là. Donc, on y va. Let's go. Alors, avant de vraiment rentrer doucement mais sûrement dans cette rencontre, une question toute simple, réfléchissez-y
Pas facile à dire. Bref. Réfléchissez-y tous c'est pas autour compliqué, de la table. D'abord, Jo, ensuite vous. Quel mot un petit peu obsède tes pensées là, un petit peu plus à 24 heures tout simplement de la victoire? S'il y avait une émotion, un mot qui obsédait un peu historique, parce que pour le Paris Saint-Germain, c'est historique. Pour ce club-là, c'est historique, je pense. Ok. Félix? Soulagement. Soulagement parce que bon, enfin vous avez droit au bonheur. Ce serait historique si c'est. Non mais me tutoyer. Tu supportes le Paris Saint-Germain ou est-ce que c'est ton club de cœur? C'est mon club d'enfance. C'est mon club d'enfance. Ouais. C'est important que les gens sachent. Comme beaucoup de Franciliens. Et je parlerai pas d'historique parce que c'est quand même pas un match coup près, même si les conditions faisaient que ça l'était. Mais c'est pas un aller-retour d'élimination directe auquel cas on pourrait employer les mêmes adjectifs que pour le PSG Real de 93 par exemple. Mais le mot soulagement parce que le PSG n'est jamais aussi excellent que lorsqu'il joue à se faire peur. Et en l'occurrence dans ces soirées-là, souvent la grandeur est atteignable, mais le cataclysme est toujours certain. Voilà, quel talent déjà tout de suite. Et cette fois, Paris a dit non à l'heure de jeu à peu près. Et ça a donné une ambiance incroyable dans ce stade qui n'attend que ces moments-là qui sont si rares pour se réveiller et donner sa pleine mesure. Je me suis calqué sur l'intro. Je ne sais pas si on peut... Est-ce qu'on peut peut-être recalibrer les temps de parole? On va couper au fur et à mesure. Ne vous étonnez pas, s'il y a certains moments, il y a des phrases qui sont coupées, ça change. Bref. T'es encore malade ou pas, toi? Non, mais en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à des gens, tout simplement. Et donc, enchaîner autant de phrases et de mots qui sortent comme ça de ma bouche, c'est assez inhabituel. Envoie la parole au sage. Parce que là... merci, Jo. C'est un dictateur, c'est dingue. Allez, Ricky, un mot, une émotion. Alors, moi, j'ai 2 mots, c'est haut niveau. Okay. Pas haut niveau, mais haut niveau AU, le niveau. Ça veut dire que Paris a su se mettre au niveau, un bon niveau. Alors, on met en avant la belle performance des Parisiens, ok, bien évidemment, mais moi, je pointe surtout la faiblesse de City. Hein. Ah, merci. Franchement, au-delà de la performance parisienne, qui a été haut niveau, mais il faut aussi, très déçu des Mancuniens. Enfin, depuis déjà pas mal de semaines, on les a vus, mais là, c'est une confirmation que Guardiola et les siens sont vraiment... Ils sont vraiment pas bons du tout. Un mauvais cycle. Bon, après, ça reste un grand d'Europe, hein, quand même. Faut pas, bien sûr, ça reste très grand. On reviendra un petit peu aussi sur. Bravo à Paris, hein, malgré tout. Hein, bravo, bien évidemment, bravo au PSG. C'est vrai que City, ça reste un grand d'Europe. Ils ont battu 2 relégables et West Ham qui n'a pas de coach. Ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire récente, c'est quand même un grand d'Europe qui a été champion d'Angleterre avec plus de 100 points. Ils ont été champions aussi. Je les ai trouvés, et pas que sur ce match-là, mais depuis 1 mois et demi ou 2 mois. Éclatés. Hier soir, je les ai trouvés, mais c'est même plus inquiétant. C'était catastrophique. Heureusement que Paris leur donne 2 buts. Parce que si Paris ne donne pas ces 2 buts, mais la première mi-temps, Paris est largement au-dessus en termes de contrôle. C'est surtout ça, le pire, c'est qu'ils ont, sur le match, 37% de possession. Ouais. L'équipe de Guardiola, c'est l'équipe de Ligue des Champions de Guardiola. La deuxième, j'ai vu, qui a le moins de possession. Et la première fois, c'était Barcelone-Manchester City. Et c'était déjà Luis Enrique. Donc il y a quand même une histoire qui se répète et je les ai trouvés mais tellement empruntés, même dans la solidarité, il n'y avait rien, il n'y avait pas de contrôle technique. Ce qui fait peur, c'est à 2-2. À 2-2 quand Paris revient, parce que comme il y avait des réminiscences quand même du City qui te met une grosse pression et qui est capable de passer d'un côté à l'autre de ta surface et de te mettre en difficulté comme le PSG l'a vu il y a quelques années où ils n'avaient pas vu le jour. Mais alors à 2-2, il se passait absolument rien, le bloc montait pas, et pas d'intensité. Ouais. C'est vrai que c'était très étrange. Le temps fort parisien, ça a duré toutes les 40 dernières minutes, quoi. C'est ça qui est assez. Il y a ça, alors, on s'habitue à cette nouvelle formule parce que, très honnêtement, les grands d'Europe ont tous été un petit peu incertains. Il y a vraiment eu des matchs sans. On revient sur la prestation du Real face à Lille, par exemple. On se dit, wow. Et c'est vrai que dans la phase de poule d'avant, tu pouvais moins te permettre comme ça de balancer des matchs comme là il y a eu pendant cette nouvelle formule, mais bon, voilà, on le rappelle, c'est un match coup près pour City aussi, qui est en extrême difficulté, qui va devoir obligatoirement battre Bruges, et c'est loin d'être fait, tout en regardant les résultats de ce qui se passe à côté. Ouais, parce que Bruges n'a besoin que d'un match nul, donc c'est ça, et en plus Stuttgart et Paris pourraient, comme à la belle époque, s'entendre pour faire un joli 1 partout, plein de suspense, ce qui fera que les 2 équipes seraient qualifiées. Bon, on verra, on n'en est pas là. On nous a vendu, parce que c'est un peu comme ça, une espèce de résurrection de City sur les 3 derniers matchs, parce qu'on se rappelle du City en crise profonde il
y a 2 mois, on se disait c'est peut-être un petit peu tôt parce que ils auront le temps de se refaire avant de jouer Paris. Exactement. Tous les médias anglais principalement, et puis les Français comme d'habitude ont emboîté le pas. On dit City est de retour, effectivement, il fallait regarder aussi la tête des adversaires, mais le truc c'est que quand tu regardes la feuille de match, je pense qu'on a tous eu le même réflexe hier soir, on se dit c'est très 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 costaud quand même, sauf qu'il y a des joueurs, et Bernardo Silva en fait partie, où tu ne le reconnais pas, quoi. Tu dis, là, alors t'es toujours partagé en disant est-ce que Paris fait un très gros match ? Ça a peut-être été le cas, très gros j'en sais rien, mais en tout cas un match au niveau AU comme dit Ricky. Mais City, parfois, c'était sur des trucs techniques de base, des relances, des transversales qui finissent en touche. Une équipe de Guardiola avec cet effectif-là, à ce niveau-là, c'était flippant. Toi, Ricky, tu as envie de retenir quoi ? Vraiment le gros match dans le contenu du Paris Saint-Germain, avec vraiment chacun des joueurs qui était à son niveau, pour reprendre un peu tes termes, ou vraiment à Manchester City qui est en dessous de tout, et puis surtout qui a tous les atouts d'une bête blessée, quoi. Alors j'ai envie de retenir quand même la performance parisienne. Moi je suis très content, surtout du niveau de Barcola. Hier il a été bon, il a répondu un peu aux attentes. Il était attendu, il était un peu moins bien aussi. Donc il a été très très bon hier, donc j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu quelques doutes à un moment donné. Le fait, encore une fois, de toute façon vous connaissez ma position par rapport au fameux numéro 9 au PSG. Le fait encore de jouer avec Doué, on va dire un trident offensif sans véritable numéro 9, même si Ramos n'est pas encore à 100%. Bon, j'avais un peu de doute par rapport à ça, mais ils ont réussi à me faire mentir, justement. On va revenir à ça, parce que on va y revenir. Mais non, je retiens malgré tout la victoire parisienne, la belle victoire parisienne. Mais attention à ne pas non plus trop s'enflammer, comme on le voit depuis ces derniers jours. City en face, ça reste City, ça reste une référence européenne, continentale, mais attention, ils sont pas bons, ils n'ont pas été bons du tout, hein, d'un point de vue tactique. Les buts qu'ils prennent, c'est catastrophique. Au moment où ils prennent un but, derrière ils en prennent 4. C'est ça le truc. C'est ça, comme l'a dit Félix, même malgré les deux buts, les remontées qu'ils sont fait en championnat, où ils se prennent 2-2 à la dernière minute pendant 3 ou 4 matchs d'affilée. T'as vu que là, Paris donne 2 buts encore une fois. À 1-2, t'es plus malheureux ou malchanceux que... Oui, mais à 1-2, t'es plus confiant qu'à 0-0. Genre, je sais pas pourquoi, mais il s'est passé un truc. Tu sais que... Tu te dis, voilà, City, si tu regardes un peu les matchs de City, tu vois que derrière, il recule, il n'y a plus de bloc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de densité. Y a plus aucun rien, leader, aucun... Tu sentais que même de la télé... De Bruyne s'énerve, voilà, il n'y avait aucun leader vocal, aucun, même au niveau de la communication, du body language, comme on dit là-bas, c'était affreux. Hein, toi qui as été défenseur, le 3e but... Donc tu as changement juste avant, on ne fait pas de changement sur les phases défensives, je sais pas quoi, mais en tout cas Guardiola sort son arrière droit. Le réalisateur, pour une fois, je ne veux pas passer un message, nous gratifie d'un plan large qui dure plus de 2 secondes, on était très heureux. T'as Joao Neves au 2e poteau. C'est la 2e fois du match. 2e fois, parce qu'il rate sa tête, c'était pas évidente la première fois. Il lève le bras, mais c'est où est Charlie ? Il lève le bras, machin. Je suis là, je suis au 2e, je suis tout seul. Akanji, il tourne la tête, il revient, il retourne la tête. France-Brésil. Il se dit, exactement, avec Roberto Carlos qui fait ses lacets. Sauf que là, il y a personne qui fait ses lacets. Tout le monde le voit. Vitinha le tire magnifiquement bien, mais quand même. Ce rebond dans la surface aussi sur un coup franc excentré. Ricky, t'es en défense centrale. Tu fais, excusez-moi les amis, il y a pas quelqu'un qui va faire au moins semblant d'aller au... Ça, c'est des scènes. Mais ce qui est fou, tu parlais d'aucun leader, il n'y a personne qui s'est énervé sur ce but. Akanji. C'est là. Akanji, c'est dire quoi. C'est que les Akanji pourris, c'est les mecs autour de lui. Moi, j'en parlais justement pendant le match, avec un ami avec qui je regardais le match. Le fait que... d'ailleurs. Ouais, je l'embrasse très fort, bien évidemment. Et le fait que Ruben Dias sorte, bien que lui-même n'était pas forcément bon, et il méritait d'avoir un rouge. Il méritait d'avoir un rouge. Et en fait, comme il voit Dembélé rentrer, il se dit non, mais là, je vais pas laisser Dembélé contre Ruben Dias. 10 minutes, c'est rouge, c'est sûr et certain, quoi. C'est ça. Et du coup, il le sort, et en fait, c'est même pénalisé en quelque sorte, parce que c'est quand même malgré tout un leader de défense. Et le fait de prendre ce but, pour moi, c'est interdit, surtout en Champions League. C'est étonnant, décevant. Et moi, ce que je ne comprends pas, pour revenir sur Joao Neves, on regarde tous les matchs du Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que sur coup de pied arrêté, il fait partie vraiment des gros atouts du PSG sur les coups de pied arrêtés. C'est lui qui souvent reprend ou touche le ballon de la tête. Il fait 1m74. Là, il l'a montré en championnat en Ligue 1, en Ligue des Champions, à 2 reprises dans cette rencontre. Pourquoi il est toujours tout seul ? Parce que c'est le joueur que tu as vu sur le match hier soir et dans beaucoup de matchs qui est tout le temps, qui est le plus en mouvement. Il y a aucun sur un joueur. coup de pied arrêté, ça veut dire ce que ça veut dire. Les mouvements sont très très importants sur les coups de pied arrêtés. Tu vois le travail d'Arsenal, ils font que en parler parce que l'allemand est français et que c'est des mouvements qui sont extrêmement importants. Et là, il a vu une faille qu'il a
qu'il a recréé, quoi. Ou alors, il n'est pas vu comme un danger. Et oui, simplement. mais nous, on On commence à pense comprendre. Marquinhos, on pense aux attaquants. Oui, mais on voit que... Mais c'est vrai. C'est pas un danger non plus, João Neves, a priori, sur Non, les coups de pied arrêtés, normalement. Oui, C'est pas mais- Benjamin André qui est pas grand non plus, mais qui va le prendre de la tête avec un vrai jeu de tête. Tu vois, c'est pas, bon, évidemment, le meilleur joueur du match, il n'y a aucun souci, mais Extraordinaire. et la première tête qu'il fait, c'est pas une vraie tête, parce que c'est pas son atout Oui. majeur, et on le comprend. Et c'est vrai que quand tu dois faire des choix dans la surface de réparation, tu mets un mec sur lui, mais qui joue plus la zone, plutôt qu'un vrai truc individuel sur João Neves, quoi. Mais t'as un truc de placement, mais ça. Perso, je pense que c'est avant tout une carence énorme de couverture de zone, quoi. Mais j'aime pas parler de défense à côté de Ricardo. À chaque fois, non, mais oui, il me regarde, il fait mais qu'est-ce qu'il Non, très bon. raconte Non, sincèrement, non. Sérieusement, t'as tout résumé. Alors, honnêtement, ça Non, mais fait... attends, il faut quand même parler de l'approche du match, des failles qu'on a citées de City, qu'on savait auparavant déjà, avant le match, les latéraux, où tu vois que, normalement... Qui n'en les sont pas. forces- hein. L'équipe, l'ADN de Guardiola, l'ADN de Luis Enrique, l'ADN du football espagnol depuis 20 ans. Alors, on va en arriver au 9 aussi, tu vois, mais la force, c'est quand même de donner le pouvoir à l'équipe sur les deux attaquants de côté. Ouais. Donc, c'est ou Doué, ou Barcola, ou Dembélé, ou qui tu veux, ou même Kangini, Lee, ouais, aussi. qui peut jouer, qui a tourné aussi, qui a joué aussi à Très droite. hybride, ouais. Mais tu sais que quand tu regardes l'équipe de City, et tu disais la compo au départ, tu sais qu'ils vont être dans la merde, City. Parce que, comment il s'appelle Matheus Nunes. Matheus Nunes, Ouais. c'est pas latéral droit, il va pas vite. D'ailleurs, le match limite se joue sur lui, sur ce duel-là, Ah ouais. qui perd contre Barcola. Et derrière, le match s'inverse. Tu vois que Doué, c'est un peu celui qui a créé le plus de danger en première mi-temps, parce que Barcola est un peu passé à côté de sa mi-temps, malheureusement. Ouais. Et derrière, l'entrée de Dembélé, c'est encore pareil. C'est le feu sur le Ouais, côté. Verdiol, il a explosé aussi. Hein. Mais Lewis serait été n'importe qui, en Ouais. fait, parce qu'ils n'ont pas... City, ils n'ont pas acheté de latéral gauche depuis 7 ans, quand même. On se rend pas compte, mais c'est une dinguerie. Après, quand tu, Au départ de quand tu Clichy, domines... il n'y a pas eu de latéraux gauche. Quand quand tu même. domines autant tes rencontres, que ce soit en Europe ou en Angleterre, que tu as 80% de possession de balle tout le temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup c'est là où parfois je rejoins un peu Guardiola, d'acheter le meilleur latéral gauche, le Pas meilleur le meilleur, latéral mais droit. tu peux avoir des très bons latéraux qui ne sont pas forcément hors Des de latéraux prix. fiables. Ça- Fiable, la Voilà, fiabilité. fiable. T'en as je pense un. qu'en Jusqu'à première présent, ligue, t'en as un. à t'en as part pas jusqu'à mal. cette dynamique récente, donc on va dire, à part sur les 2-3 derniers mois, jusqu'à présent, tous ces choix lui donnaient Oui, un peu mais raison. Toi, l'amateur des Dogs, Thiago Santos, il est titulaire à City. Il serait titulaire. Ah, mais tous les jours. Non, mais c'est un exemple d'un joueur qui serait pas forcément le meilleur joueur du monde à 80 millions d'euros, mais qui ferait du bien à une équipe comme ça, qui serait performant, sans plus ni moins. Tu regardes les matchs contre Lille, il a jamais été dans la sauce non plus contre des joueurs comme ça. Alors, il peut être fautif sur un but une fois de temps en temps, mais Matheus Nunes, hier, en deuxième mi-temps, il est sorti vite, hein, très très vite. Est-ce que Goodmanson est titulaire à City hier soir ? C'est une vraie question. Ça. Vraie question, je ne sais pas. Sur son niveau En actuel, vrai de vrai, ferait pas en vrai de vrai, je sais pas. Non, mais Thiago Santos, il a eu beaucoup d'offres. Hein. Non, mais c'est C'était vrai, hein, c'est un- pour l'étranger. C'est un super joueur. mais- C'est un super joueur. Hein. Après, voilà, tu vois, donc si tu continues dans ce sens-là, les trois devant, on a bien compris que Luis Enrique, il fait pas du 9 une question. Il fait jouer les trois qui pensent être le plus performants à un moment donné. Et Ouais. même pendant le match, l'ouverture du score, c'est Dembélé qui est en position de 9. C'est-à-dire que le deuxième but de Barcola, il est en position de 9 et c'est Doué qui était à gauche à ce moment-là. Il tourne tout le temps. Il tourne tout le temps. Et après, Ramos rentre et il marque un but en position de 9. L'animation offensive n'est pas forcément la même dans le match, dans le même match, sur les matchs qui se succèdent, et avec un vrai 9 ou un faux 9. C'est juste les mouvements qui font que, là, on a vu hier, tu as des Non, mais adversaires. là, Jola, je suis d'accord avec toi, mais là, ça a marché parce que la défense de City était vraiment Bien sûr. à la bien sûr. rue. Donc, c'est bien le fait de créer des mouvements, des décalages. Dembélé marque suite à une sorte de transition où la défense est dépassée par Barcola. Il marque pareil sur le but de Barcola. Après une barre transversale, ils sont à la ramasse, il n'y a personne à la retomber. Mais je pense que ça peut avoir ses limites. Parce que moi, je suis adepte d'un vrai numéro 9 en point d'ancrage, pas en pivot, mais en point d'ancrage, un vrai 9 qui peut attirer les défenseurs et qui peut marquer aussi. Un peu comme City fait avec Haaland. Ok, ça marche par moment, mais là, c'est compliqué parce que tu l'as dit, il y a une faiblesse globale de l'équipe. Mais moi, je suis plus vraiment Après, moi, je suis entièrement- défenseur d'un vrai numéro toi. 9. Alors, ça a bien marché hier, ça a bien marché En deuxième contre City, en deuxième La mi-temps. première mi-temps est d'une stérilité Mais rare parce que- quand même. Et voilà, il y a ça aussi. Il C'est- ne faut des ailiers, faut pas c'est pas- l'oublier. sont Faut pas pas l'oublier. Les stats sont bonnes sur la première mi-temps. On en parle avec émotion parce que le scénar derrière a fait que.
franchement, je déteste utiliser ce truc rhétorique, mais si ça reste à 2-1, on pointe du doigt qu'il y a une vingtaine de centres en première période 2-0, 3-0 pour absolument personne. Pour cela, encore une fois, c'est le Et fameux numéro que 9. finalement, t'as pas d'énormes occasions en première mi-temps non plus. City Il y a le but d'Hakimi qui est refusé. il y a ça, effectivement, mais sur un renversement, voilà. Et Un City genou décide qui de dépasse. t'abandonner les côtés parce que peut-être qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont aussi difficiles à défendre sur les côtés que le Paris Saint-Germain avec Mendes et Hakimi. Donc City se dit on va blinder l'axe. De toute façon, ils n'ont pas de neuf, ils vont centrer dans le vide. Et en première mi-temps, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Donc après, il y a une défaillance incroyable de City qui à 2-0 termine que il pleut, c'est chiant et qu'en fait on va s'arrêter de jouer. Donc c'est pour ça qu'on en parle avec ces termes-là aujourd'hui. Mais si ça se passe mal pour Paris, y compris un match nul, on se dit ok, les choix de Luis Enrique, ils sont pas payants du tout. Ils sont même Moi, je suis catastrophiques. pas d'accord avec ça. Dembélé est pas là, il se passe rien sur le côté droit. Et en plus, il n'y a pas de neuf et on fait 43 centres et il n'y a personne dans la Je surface. suis d'accord avec le constat, je suis entièrement d'accord avec toi, et je suis entièrement d'accord avec toi aussi sur le fait que moi aussi j'ai grandi avec un neuf. Et mon football, c'est le football italien, avec tous les neufs qui ont joué en Italie, et pour moi c'est ça le football. Mais j'essaie de comprendre ce qu'amène le football espagnol depuis 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, et qu'il y a d'autres formes de football, et je me dis, j'essaie de comprendre ce qu'ils veulent faire. Et quand je vois Guardiola depuis 4-5 ans, avec même plus, et Luis Enrique, ce qu'il fait depuis 1 an et demi, je me dis que le pouvoir est amené par les milieux, en termes de contrôle de terrain et d'asphyxie quasiment de l'équipe adverse. D'ailleurs, hier, j'ai vu un Ils l'ont très pressing bien fait. Ouais. exceptionnel Ouais. que je n'ai rarement vu au PSG depuis peut-être Thomas Sur Tuchel. autant de temps, en tout cas. Ouais, Mais depuis dès le peut-être coup Thomas d'envoi, moi, c'est Tuchel. ça. En plus, dès le coup d'envoi, c'était hallucinant, les Kangin qui fait. Et après, c'est les attaquants à côté, c'est vous qui faites la diff. Et c'était ça avec Et ça a marché. avec Guardiola, le grand City, avec le grand Barça, avec bon, il y avait Messi évidemment, mais Neymar, La grande Neymar Espagne aussi. Hein. Neymar aussi, c'était ça à l'époque du Barça, de la remontada. Et je me dis que Ils avaient su en première mi-temps, s'ils font la différence, David Villa avant. s'ils font la différence, Barcola, Doué, même Ouais, Lee, Dembélé, tu vois, ouais. s'ils font la différence, il y a 3-0. Donc, tu peux faire le constat de dire, s'ils ne marquent Alors, pas... pourquoi ils la font pas la différence en Mais parce première que ils la les font en mots du deuxième. PSG, depuis 1 an et demi, c'est ça. C'est que tu as des joueurs qui sont moins fiables que les grands joueurs qu'il y a eu, comme Neymar, comme Mbappé, comme Di Maria, même Messi. Mais c'était des joueurs qui étaient plus que fiables. Dans tous les matchs, ils faisaient des différences. Et les matchs contre le PSV, ils auraient gagné 3-0. Les matchs de hier soir, il y aurait eu déjà 2-3-0 à la mi-temps. Comme les matchs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces matchs où Di Maria fait un match de fou au parc contre le Barça. Il y a 3-0 à la mi-temps. Le 4-0 Ouais, voilà. Il y a de 3-0 à la la mi-temps, remontada. tu vois. Tous ces Le match matchs-là, aller. les différences, elles sont faites parce que les joueurs sont fiables. Et aujourd'hui, le PSG est une équipe qui a des joueurs d'un niveau en dessous. Et si tu regardes bien en première mi-temps, Barcola revient systématiquement sur son pied droit pour revenir derrière Ouais, c'est ou vrai. axial parce que City est bas et que City défend bien. Et là, le déclic du Paris Saint-Germain, effectivement, sur ce petit pont de fou de Barcola, il le fait sur la ligne médiane. Parce que City, d'un coup, est très haut. Bien sûr. Et ça là, crée un ces joueurs-là, décalage. tu Ouais, les c'est débloques fini. et là, tu fais peur à tout le Ouais, et monde. c'est fini. après. Mais ce qu'a fait Dortmund la saison dernière avec une équipe peu ou prou la même du PSG en face, c'est de se mettre très bas, de blinder l'axe Oui, mais et de faire des prises à deux sur les mecs des côtés. Et City a fait ça sur la première mi-temps. Barcola, il n'a pas tenté un dribble, pas un seul. Et quand Guinli était extrêmement axial, comme c'est un peu son défaut. Oui, mais Et Dembélé ça peut. a fonctionné. Quand City est monté d'un cran mal, parce que c'est un City malade, voilà, Barcola, il avait la ligne droite de Longchamp devant lui et personne ne l'a rattrapé. Et après, la soirée, elle bascule dans l'irrationnel. Mais tactiquement, quand City est bas, à aucun moment du Mais à match, City est en danger. 1-2, ils sont bas, et pourtant, il se passe quelque chose. Parce qu'ils ont débloqué quelque chose. Il faudra parler de Doué aussi, c'est son meilleur match au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression. Ne me parle pas ça de moi, c'est mon bébé. Non, mais là, pour le Mon coup, bébé. Bah, Franchement. venons-en tout de suite aux individualités. Quel joueur vous justement, je veux dire, vous a marqué ou vous ont marqué? Ça peut être donc un joueur du Paris Saint-Germain, ça peut être un remplaçant, ça peut être aussi Luis Enrique. Hein. Quand je parle d'individualité aussi, je prends en compte le. Autre que Barcola et Joao Neves, tu veux dire? Parce que c'est Oui, là, il faudra les enlever parce que Joao Neves, on les enlève. moi, On enlève ce qu'il a fait, Joao Neves, c'est vraiment, comme on dit, ça, c'est le tampon. Là. C'est vraiment, là, je suis prêt pour les grands matchs. Comment dire, je me déclare. Voilà, je me déclare pour devenir un top joueur. Vraiment, potentiel. Neves a ou fait Verratti? un Vous êtes statement. team Joao Neves ou team Marco Verratti? Bah, déjà que. Non, il soit- attention. Attends. calmons. Ah, Alex. attends. Marco. Ah, mais Pour l'instant, Marco, Mais- ce qu'il a fait sur Mais- 6, 7 ans, 8 ans au PSG. Et moi, je vous pose la question. On m'a dit Non, mais texto, mais t'as- Verratti a le même niveau à 19 ans qu'à 30 ans.
On m'a dit ça. Oui, peut-être. Change de personne à qui tu parles. C'est ta question, c'est le Verratti qui arrive au PSG et le Neves de maintenant qui a un an d'écart. Ah oui, c'est pas la même chose, oui. Bah, en tout cas, voilà. En potentiel. Voilà, en gros, c'est ça. Non, mais repose ta question parce que déjà, c'est pas clair. Est-ce que ta question c'est quoi? C'est Joao Neves Vous à avez le 19 choix. ans. Vous avez le choix. À l'instant T, voilà. Non, moi je Ouais, vous dis à voilà. l'instant. T'as le Verratti Vous de avez le Pescara choix. ou le Neves de Mais c'est ça la question, en et fait. tu rattaches qui quoi. Voilà, c'est ça. Après 6 mois de PSG, vous prenez Verratti ou Neves? Ouais. Neves. Neves. Ah, après 6 mois de PSG. C'est ça la Ah question. non, moi je prends Verratti. Après les 6 premiers mois de Verratti au PSG. Ouais. Je Et prends- maintenant, je non, prends Marco on est en Verratti avec mes connaissance. deux chéquiers. On est en connaissance de la carrière de Verratti Ah et pas celle de Neves. Ah non mais C'est dur de juger comme ça, mais Moi, je pense que Neves peut être potentiellement le meilleur milieu de terrain du monde dans les 4-5 années qui arrivent, déjà. J'ai l'impression qu'il. l'émission est enregistrée. Hein. Ouais. Les magnétos sont. Ah, tu D'accord. peux, je me suis jamais trompé Je vais sur ça. sortir Et les. là, j'ai l'impression que c'est team petit hibou, en tout cas. Non, mais on se rappelle des 5 premiers mois de Verratti au PSG. mais moi, Félix, il faut on se convaincre. rappelle même des 8 ans de Verratti au PSG. Oui, quand non, même. mais bien sûr, mais Au-delà l'impression. du fait qu'il n'a pas concrétisé, il n'a pas assez marqué, il n'y a pas eu de trophée, enfin la Champions League derrière, mais attention, Verratti c'était chef-d'œuvre. Je pense que moi, ce qui m'a N'oublions impressionné hier, c'est pour ça que je réponds ça, c'est l'aspect physique de Joao Neves. Ouais, c'est vrai aussi. Il a et une du dimension. PSG d'ailleurs, physique. de manière générale sur le match. Mais l'aspect physique de Joao Neves sur 90 minutes, Ça, c'est vrai aussi, ouais. même dans le duel, c'est ça qui était Ouais, dans ce la qui diffère de récupération, à Verratti, la c'est qu'il a récupération. une dimension physique qui est vraiment impressionnante. Il l'avait sur ses appuis seulement. Je trouve que là, dans les 5-10 premiers mètres, c'était impressionnant hier, Joao Neves. Ah, il était ultra. ultime hier. Et, Il était et donc, total. du coup, vos joueurs qui vous ont marqué. Pacho. Bah, moi, Joao Neves. Ouais, Pacho, Pacho aussi, ouais. Pacho Pacho de aussi, ouais. Ouais. On n'en parle pas de Pacho depuis 6 mois, mais c'est une recrue fantastique. Ouais. D'ailleurs, je pense que Marquis peut le remercier pour hier Je soir. t'ai pas présenté le personnage. Il a un chouchou, Ouais. c'est Ousmane Dembélé. D'accord. Et il a 2 têtes de Turc, c'est Marquinhos et Ousmane Dembélé. D'accord. Voilà, sache-le. Donc, Extrêmement bien résumé. donc, Très bien. Extrêmement très bien. souvent, tu entendras Marquinhos et Non, mais Daube. Marquinhos, hier, quand même, les 2 buts, il amène de la fébrilité sur des passes en retrait où il met en difficulté Donnarumma, il n'est pas obligé de le faire. Tu sens que, je sais pas, Pacho, il a tenu à l'an tout le match, je trouve. Tu vois. Alors, pour éviter de te lancer dans un débat de défense, je vais laisser Ricky répondre. Non, mais. Non. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que pour toi, vraiment, Marquis n'est pas celui qui tient la baraque dans cette défense avec. Ah, mais là, depuis 6 mois, force de constater que Pacho, sans trop faire de vagues, c'est lui qui tient la baraque. C'est lui, c'est le plus régulier. Attention, moi, je dis pas que. On est ensemble. On est ensemble. Non, mais attention, je nuance. Attention. Non, mais après. Marquinhos a quand même très bien tenu son duel face à Erling Haaland. Il fait exprès. Ouais, c'est pour moi, c'est- Haaland ne s'est pas Mais je vais spécialement finir, montré. hein, Il n'a pas été forcément à son avantage, il faut le dire. Mais c'est plus Pacho qui a été mis en lumière qu'il faut aussi, il faut aussi reconnaître que Pacho était vraiment bon. Il a fait son travail. Marquinhos a été, malheureusement, on va dire à son habitude. Il a été pas forcément brillant, mais il était là en tant que taulier, en tant que capitaine, guide. Mais Pacho, c'est lui qui tient la baraque depuis quelques mois déjà. Ok. Donc Neves pour toi, Pacho. Toi, si tu devais retenir un joueur, Marquinhos. une personne. Parce que après, je trouve parce que Pacho a 23 ans, si le PSG a cette réaction mentale-là, sous le déluge du Parc des Princes qui rappelle des mauvais souvenirs à 0-2 contre City, je pense pas que Marquinhos y soit complètement étranger, mais bon, on saura Tout jamais. comme à la remontada d'ailleurs. Ouais, et quand le PSG Manchester, il pleuvait très fort. Exactement. Du coup, Buffon a glissé. Non, Désiré Doué. Désiré Doué, bon, c'est pas le MVP du match, loin de là, il n'y a pas de souci, mais je trouve ça très, très intéressant. On parlait du premier match de Verratti en Champions, c'était contre le Dynamo de Kiev. On s'était dit, waouh, ce gamin a peur de rien, il tente des choses, il joue au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il se fait plaisir et qui régale. Désiré Doué était dans une caricature de lui-même depuis son arrivée à Paris, ce qui est normal. C'est un très jeune joueur avec une grosse pression de transfert. Et il arrive en Île-de-France. Il se blesse 2 fois. Il se blesse. Il rentre dans des matchs où le PSG gagne 3-0. Donc il essaye de faire ses petits passements de jambes, de tirer. Il a pas la mire. Ça part au-dessus à chaque fois. Il force. Voilà. Et là, j'ai l'impression que sur ce match-là, ça peut lui faire énormément de bien. Déjà parce qu'Enrique lui fait confiance. Il y a une scène qui peut paraître anodine, mais sur le premier corner, moi j'ai adoré. Ouais. Ah oui, Il y a ça. Quand Et il fait ça,
frappe là. Il fait sa frappe et après. C'est la première frappe et le commentateur a raison. Dit c'est une frappe où il a très peu de chances de marquer, mais en revanche le Parc des Princes met en place une grosse pression. Ederson sait que ça va pas hésiter à frapper. D'ailleurs, Hakimi frappe deux secondes plus tard à peu près dans la même situation. Et Doué, il y a cet enroulé qui termine sur la barre où pendant un centième de seconde tous les supporters parisiens se sont dit oh non, ça recommence, ça va aller pas, on n'en peut plus. Le PSG fait quand même encore 2 montants sur ce match-là où tu mets 4 buts. Ça peut lui faire beaucoup de bien parce que Luis Enrique lui fait confiance, parce qu'il y a une super ambiance entre lui et Gonzalo Ramos, et on l'a vu sur la dernière scène. C'est vrai. Et c'est pas anodin, ils sont en concurrence directe, quoi. Parce que s'il y a l'un, il n'y a pas l'autre, et on le sait. En plus, là, il y a Kvaratskhelia qui arrive, donc bonne chance à Luis Enrique. Parce que ce garçon me semble avoir la tête bien sur les épaules et me paraît être dans un état d'esprit qui est sain et qu'il démarre son aventure avec Paris. Il peut apporter énormément et bon courage aux défenses françaises et européennes. Un physique à 19 ans que je trouve extrêmement développé. Athlétique extrêmement développé. Et franchement, je l'attendais sur ce match. Quand j'ai vu qu'il était titu, je fais là, va falloir montrer des choses, quoi. Surtout qu'on se souvient de sa première titularisation en Ligue des Champions. Il l'a un peu envoyé au four en mettant de côté Ousmane Dembélé pour des raisons autre que sportive, et c'était pas forcément facile. Donc Doué à Londres, Doué, c'est intéressant. Arsenal, c'est pas facile. Contre Arsenal. Tout à l'heure, je voulais revenir un petit peu sur un terme que tu avais employé, d'historique. Est-ce que pour vous, ça fait partie des matchs qui entrent dans la légende du Paris Saint-Germain? Parce que ça tourne à notre avantage pour une fois, et je pense que les supporters marseillais savent ce que je veux dire aussi par là, c'est que quand tu es les 2 clubs qui sont la risée de l'Europe depuis je sais pas combien de temps, et que pour une fois, ça tourne dans ton sens, mais parce que tu le provoques, ça fait quand même plaisir. Donc évidemment, oui, même si City était moins bon, même si Paris, on a vu les mêmes mots depuis des mois et des mois pendant 60 minutes, il y a quand même eu cette réaction qui fait qu'on a un peu pété le verrou, débloqué peut-être quelque chose pour la suite du projet Luis Enrique. Il s'est passé quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Donc, c'est peut-être pas historique, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant pour la construction d'un groupe. Je pose cette question parce que je me souviens, l'année dernière, après le match retour du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, à la bataille de Montjuïc, on s'était posé déjà la question, est-ce qu'il fait partie des matchs un peu légendaires du PSG? Après avoir perdu le match aller à domicile, il l'emporte 4-1, vraiment chez un grand d'Europe. Donc voilà, on s'était un peu posé la question. Toi, Ricky, est-ce que ça fait partie vraiment des matchs légendaires du PSG? Alors, il le sera si la campagne sera positive, si on arrive à toucher encore une demi-finale ou voire une finale. Là, ce sera un match historique parce que c'est vraiment comme tu l'as dit, c'est le tournant. Exactement, c'est la première pierre. Encore une fois, c'est le tampon sur une campagne européenne légendaire. Et en plus, c'est la nouvelle phase. Donc, on commence à se familiariser avec ce nouveau système. Là, si on perd, ça va être chaud pour la qualif. Là, encore une fois, j'ai que le mot en anglais, mais statement. Ils font un statement en disant voilà, on a battu notre gros durant nos 8 matchs. Un message. Ils envoient un bon message. En plus, le scénario a fait que. Il a changé de Ligue 2 à l'international maintenant. Faut la carrière faut step up, mon cher Félix. Au stade de l'Aube, il n'y avait pas de mot anglais. Et pourtant, c'est City Group. Non, bien sûr. Je te jure. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça. En fait, moi, je pense que c'est la campagne qui va faire que ce match est légendaire ou pas. Il faut nuancer ce résultat aussi. Et c'est ce qu'on a bien fait, je pense. Parce que c'est pas non plus une pôle mise à un grand Europe. Ça me rappelle le 3-1 ou le 4-1 contre le Bayern, qui était à l'agonie aussi en phase de poule. C'est 3-0, je crois même. Avec le but de Dani Alves, il me semble. Ouais. Je crois que c'est. Je crois que c'est 3-0. Avec. Alors, quel était ce gardien remplaçant de Neuer qui était dans les buts ce jour-là? Ulreich. Non, si c'était Ulreich. C'était Sven Ulreich, t'as raison, qui était dans les. Ouais. Putain, les gars, vous avez vos refs, hein. Vous avez vos refs. Hein. Il avait une coupe de cheveux. T'as vu le niveau de l'émission comme ça monte? Ils sont chauds. En revanche, les audiences sont catastrophiques. Chacun faut faire son choix. Fait-il partie des matchs légendaires selon toi? Moi, par exemple, déjà, on est passé d'historique à légendaire, donc c'est encore moins. On en a brièvement parlé. Moi, je repense au Chelsea PSG du de partout, vous savez. À Nice contre 11, le carton rouge de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva qui égalise à la dernière seconde, David Luiz qui égalise ensuite en prolongation. Extraordinaire celui-là. Ou l'inverse, je sais plus. Dans l'ère qatari, ça fait d'abord Luiz et ensuite. Ça, David Luiz et ensuite Thiago Silva. Est-ce que voilà, c'est un petit peu de la même trempe, de la
selon toi? Bah, je rejoins complètement Ricardo, il a tout dit. Si c'est un déclic, oui. Si c'est une péripétie, non. À l'instar du PSG-Barça qui n'avait pas donné grand-chose. Et puis, on se rappelle des circonstances de la fameuse bataille de Montjuic. J'adore ce terme. C'est génial, c'est un match de foot. D'accord. Dans pas le stade du... Ouais, c'est ça. J'imagine vraiment des mecs exactement. sur des grands chevaux. Non, en revanche... Et c'est important dans l'histoire de ce club, qui a une histoire jeune, c'est un grand moment de Parc des Princes. Et dans l'histoire d'un club, qui plus est celle du PSG, qui reste à écrire, même si elle est déjà assez riche, ça compte énormément, comme le PSG 4-0, Barça pouvait en être. Dos au mur, Paris, au Parc, il n'y en a pas beaucoup des belles soirées. Nouvelle génération. Il n'y en a pas beaucoup. En plus, nous, je ne vais pas faire l'ancien, mais on a connu les Stua à Bucarest, on a connu Real, on en a connu pas mal. Hein. Même Rapid Vienne, on a connu ça. Donc, je pense que match historique, il faut bien savoir les classer. Mais bon, ça n'empêche pas qu'ils peuvent se faire sortir en 16e s'ils passent, évidemment. Mais ce qui serait très Paris Saint-Germain. Ah oui. D'avoir vécu cette soirée. Il va bien se passer quelque chose de dingue. Et d'ailleurs, vous avez entendu ce qu'a dit l'entraîneur de Liverpool en conférence de presse. Et alors justement, vous en avez pensé quoi? Il dit que c'est pas parce qu'on est au top de la Ligue, enfin de ce classement de Ligue des Champions, qu'on est forcément la meilleure équipe de cette, pour l'instant, de cette première phase, parce que ça dépend beaucoup du calendrier. Et que pour Arne Slot, le calendrier le plus compliqué, c'était celui du Paris Saint-Germain, et que tomber sur un Paris Saint-Germain 22e ou 24e, ça va être très très compliqué, qu'on soit premier, deuxième, troisième. Donc je pense au Barça, à Liverpool ou mais ça sert à rien ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que, il peut nous appeler s'il veut réagir. Non, mais ça sert à rien ce qu'il dit, parce que évidemment, jouer le Paris Saint-Germain à un moment donné dans la compétition, en phase éliminatoire, c'est compliqué. Donc oui, mais comme peut l'être de jouer l'Atlético, qu'on a vu qui est très compliqué à manœuvrer, comme peut l'être le Bayern ou plusieurs clubs. C'est juste que, comme c'est la meilleure équipe d'Europe du moment, il essaie un peu de retirer la pression sur eux, parce qu'ils sont favoris. Mais ils sont favoris au COS, ils sont largement favoris pour l'instant. Pas besoin d'être aussi condescendant. Non, mais... Non, mais il se mêle de son club. Excuse-nous, Olivier Létang. On peut... Rapide coup de gueule, très rapide. Allez, fais-nous ton coup de gueule. Les 4e maillots, stop. Les 4e maillots, stop. Ah non, mais stop. Félix. Le Milan. Non, je parle même pas de l'aberration du PSG City, parce que je pense que n'importe qui n'est pas daltonien. Non, City, c'était horrible. C'est une horreur. Non, City, c'était horrible, ok. Avec leur numéro au stabilo. C'est un match c'est sympa, PSG. Pour Paris FC. On en parlera la semaine prochaine avec Max. J'adore le Paris FC, mais c'est le maillot du Paris FC. T'es dos au mur, t'es au Parc des Princes. Tu joues Manchester City. Je parlerai même pas du maillot de City parce que je veux pas être vulgaire. Ça va au-delà du sportif. Le Milan à San Siro qui joue en gris dégueu. Non, là c'était horrible. Gris kaki, c'était horrible. Bizarre. Et le Real à Bernabéu, je les ai jamais vus avec. J'ai juste une question pour toi, Félix. Oui, je l'ai déjà acheté, voilà. J'avoue que j'avais le 179e sur 180. Cette édition limitée. À 390 €. Qu'est-ce que tu penses vraiment, honnêtement, sincèrement, du maillot de City? Alors, il y a toujours... Parce que moi, il t'a dit avant ce qu'il en pensait. Non, moi, ce qui me tue, au-delà de la laideur globale du truc qui est incontestable par n'importe quelle civilisation mondiale, c'est la justification marketing du truc. Alors, je suis allé voir par curiosité, parce que le truc était tellement aberrant, j'avais 10 minutes à perdre. Mais c'est intéressant. City a dit, c'est un hommage... Non, mais il faut s'accrocher à la table quand même. C'est un hommage à la culture rock, via Oasis, machin, de la ville de Manchester. Donc, les mecs te pondent un truc, n'importe qui est incapable de dire la couleur dominante de ce machin. Non mais c'est infâme. Le maillot saute aux yeux quand même. Par exemple, la Belgique qui te sort le truc Tintin là, c'est immonde, mais il y a une histoire qui se tient quand même. Mais c'est immonde quand même. Et d'ailleurs, le résultat... City, il te pondent ce truc-là. Mais... Alors, le maillot du PSG, moi, c'est pas une question de goût et de couleur, même s'il y a personne. Je le trouve beau, mais ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. C'est un pyjama. Non, mais si on rentre dans ça, Joe, les noirs, les roses, les oranges, c'est pareil. PSG Manchester, tu joues en noir. Ce maillot, je le trouve beau. Moi, je le trouve beau. Mais ça n'a rien à voir avec le PSG. Il est formidable en termes de textile, les manches, c'est sympa, machin. Ouais. Voilà. Attends. Il vole par C'est Venom ou c'est Barcola? Non, franchement, c'est... Voilà, fin du truc parce qu'on va pas passer 2 heures. Match coup près, match de Coupe d'Europe à domicile, non, à l'extérieur. Ce qu'a fait City, moi, ça me choque pas, c'est immonde, mais ils sont à l'extérieur. Est-ce que tu penses que si City avait joué avec son maillot extérieur, ils auraient pas perdu 4-2? Bah, je sais pas, mais en tout cas, comment tu veux que les fins. Juste à domicile. Le maillot est autant dans la légende que le match, en tout cas, maintenant. Ouais, non, mais tu vois, à domicile, il y a un truc. T'inquiète pas, Félix, on ressortira les maillots, les toniques, Opel, tout ça. S'ils mettent ce maillot-là à Stuttgart. Non, mais ce maillot-là, ils le mettent à Stuttgart.
Ils vont en vendre moins que parce qu'ils l'ont mis à domicile contre City. Bah non, déjà ils vont en vendre 500 parce que voilà. C'est des éditions limitées en plus en général. Donc, Tu vois, franchement à domicile, Ricardo, t'es à Après, la Roma à domicile en Coupe d'Europe. Mais non, mais à la Roma à domicile en Coupe d'Europe. Ricardo, ça reste des clubs traditionnels, mais après bon, c'est une grosse visibilité, c'était le gros match de la journée, donc c'est normal. Hein. Voilà, c'était le coup de gueule un peu facile de la. C'est bon, n'hésitez pas à parler 30 secondes le temps que j'enlève la petite goutte que j'ai au nez. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue, et bonsoir surtout à toutes. Oui, il est célibataire, mais je pense que tu l'aurais compris. Bon, vous l'aurez compris, c'est une rencontre qui nous a pris énormément de mojo, ce Paris Saint-Germain-Manchester City. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé pendant une bonne quarantaine de minutes. On va quand même revenir sur les autres rencontres de cette 7e journée de Ligue des Champions. On rappelle qu'on approche de la fin, il ne reste plus qu'une journée avant la fin de cette première phase de Ligue, dans cette Ligue des Champions. Nouveau format, a priori, sauf cataclysme, on peut le dire, il y aura 4 clubs français lors du prochain tour, au moins pour les barrages. Je crois que on peut le dire, c'est jamais arrivé, c'est quand même un truc assez exceptionnel. Ouais. Vous avez envie de retenir quoi là sur les 3 autres rencontres des clubs français? Monaco, la victoire de Monaco contre Aston Villa, le match de Lille à Liverpool, le match de Brest il est inexistant, malheureusement ils ont souffert tout le match. Lille ils se sont sabordés parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça, parce que vraiment Liverpool ils ont joué le match pour jouer le match, ils n'avaient pas grand chose à faire, j'ai eu l'impression. Tu trouves quand même? Liverpool ils t'ont mis 4-5 contre-attaques là où là tu te rends compte du niveau du niveau de cette équipe Salah. De Liverpool, de Salah, mais du transition de pas le même, les transitions, mais tu vois 6 mecs fondre sur toi, mais en cavalant, ils sont dans la même. À un moment, il y a une contre-attaque où ils se marchent dessus, alors qu'ils sont à 6 contre 2 pauvres Lillois qui sont échoués là. Qu'est-ce qui nous arrive là, ça a mis en lumière quelque chose qui est quand même. Qui va être la limite du lot. Alors, c'est la fin de la série, donc ça y est, la série est terminée. Bon, il y avait des manières plus laides de la terminer que de la terminer à Anfield contre le leader de la Ligue des Champions, et voilà. Zegrova, quand dans ce genre de match à Lille, manque à mort, parce qu'on l'a vu contre la Juve, le Real, quand lui il a le ballon, il a trois adversaires sur le dos, il la garde. Et là, Haraldsson n'est pas encore, il le sera peut-être jamais, mais en tout cas à ce niveau-là. Ou Mitchell Baker non plus. Ouais, mais franchement, ils sont tous méritants. Ils ont fait leur match à Anfield, les Lillois, même si on avait 2-3 en dessous. Mais quand t'as pas ton Zegrova là, pour justement faire ce boulot de garder le ballon, de monopoliser l'adversaire et de faire en sorte que le bloc monte, bah du coup le bloc monte pas. Et à Anfield, ils font quand même, de manière générale, beaucoup de fautes, les Lillois, sur les 5-6 derniers matchs. Beaucoup de cartons, du coup. Ils méritent à chaque fois 1 voire 2 rouges à chaque fois. À un moment donné, ça passe pas, quoi. Surtout dans un match comme ça, c'est compliqué. Parce que on continue à insister avec Aïssa Mandi en latéral droit. Je n'ai pas son poste. Je piche pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas de latéraux de métier depuis Thiago Santos. Ils ont vendu Hakim Sedatka qui a priori n'est pas vrai. Meunier, mais tu préfères pas un mauvais Meunier qu'un Mandi qui Moi, je me souviens de Meunier défend à l'intérieur tout le temps alors mais tu parlais de fiabilité. J'ai l'impression, peut-être aux yeux de Bruno Genesio, qu'un Aïssa Mandi est plus fiable. Peut-être qu'il va faire. Quand Thomas Meunier fait un très bon match, Aïssa Mandi ferait un moins bon match, mais quand Thomas Meunier coule, lui, Aïssa Mandi peut-être. Et Meunier, défensivement, c'est compliqué, je trouve. Autant offensivement, il y va, tu vois, et même un peu trop d'ailleurs, je trouve que. Mais dans les rencontres comme ça, en tout cas, niveau top européen, il y en a toujours un qui surnage aussi à Lille. J'ai l'impression que c'est Ayoub Boadi à chaque fois qu'il est utilisé. On l'a vu contre le Real Madrid, là on l'a vu encore à chaque. Il joue simple, il est top. Top, j'enregistre. Un peu comme Zaire Emery. Il est là, il comble les brèches. Il remplace Muko, je crois. Muko, pas mal. Malheureusement, le 2-1, c'est sur son pied que ça ricoche. Ouais. Mais non, mais impressionnant physiquement d'ailleurs encore. Athlétique, et bon, il faut quand même parler d'un match. Parce que je parlais d'un match de légende. Peut-être. Est-ce que c'est le match de l'année vraiment ça y est. Employant les termes. On ne peut pas s'empêcher, t'as vu, Attends, mais... Est-ce que c'est le match du siècle? Non mais. Attends, tu mènes 4-2, tu perds 5-4. Voilà, avec des buts de fou, un scénario qui se termine comme ça. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire récente qui se sont soldés comme ça, non? Ouais, on parle d'un match lambda là. Non, mais c'est juste que le match je l'ai pas regardé en entier, donc je peux pas te dire. J'ai vu sur le multi en parallèle de match de Liverpool, je crois, c'était Lille. Ouais, c'est ça. Et donc oui, t'avais les notifs à chaque fois à côté qui tu regardais et j'ai du mal à comprendre
je vous dis la vérité, Rafinha, le niveau qu'il a. Moi, je suis impressionné par Rafinha. Ouais, mais même. Je suis surpris et impressionné par son niveau. Il y a des moments où je le trouve vraiment pas bon, tu vois, dans un même match. Ok, d'accord. Il est fluctuant, mais moi, je trouve justement qu'il a une influence globale dans cette équipe qui est extraordinaire. Moi, j'étais parti voir justement le Barça contre Dortmund, même si, bon, on ne parle pas du match de la semaine d'hier, mais globalement, en plus, il est capitaine, il a le brassard au Barça, c'est pas rien. C'est ça qui me rend. Mais j'ai vu le match justement à Dortmund contre le Borussia, il a été influent, mais en plus charismatique. Il était là. Alors, certes, il ne réussit pas tout. Non, c'est il tente des choses. C'est devenu un autre joueur. Mais voilà, c'est un joueur que, moi, je l'ai laissé à Rennes, en fait. J'ai pas trop suivi à Leeds parce que, bon, il était dans un club, on va dire, un peu mineur par rapport à la Première Ligue. Mais le fait qu'il soit à ce niveau-là au Barça, capitaine, franchement, chapeau à lui. En fait, il était sec physiquement, genre, et là il a vraiment pris du volume. Et je trouve que ça se ressent sur l'aura qu'il dégage, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Et je trouve qu'il manque de finesse technique. Alors même s'il passe des joueurs et que sur le dernier but c'est fantastique. Ce qu'il fait, c'est fort. Hein. Ouais, mais c'est du QI football. C'est plus que tu vois. Genre, c'est l'intelligence. Adid, il faisait des buts comme ça déjà. Ouais. Il avait perdu ça depuis son arrivée au Barça. Clairement, il était. Bon, à part que contre Paris, il s'est régalé tout le temps. Mais c'est depuis ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'il vraiment il a vraiment un déclic. Ouais. Exactement. Je pense, ouais. Mais oui, c'est vrai que là, c'est surtout physiquement la répétition des efforts. Et on en a parlé avec Alexis. Alexis me dit, c'est la 95e minute. Il fait une course de 50 mètres. Il a la lucidité de faire vraiment un arrêt et de repartir. Et de la glisser. Et de la remettre dans... Enfin, c'est un grand but. C'est un grand but. Mais comment ça devient un grand joueur. On peut expliquer qu'un joueur comme Rafinha, qu'on connaît pour sa carrière, pour les prestations qu'il a déjà faites dans ses précédents clubs, ou même à son arrivée au FC Barcelone, puisse surnager plus qu'un Dani Olmo, plus qu'un Lamine Yamal, plus qu'un Lewandowski, qu'un Pedri. Yamal, non, je ne suis pas d'accord, Yamal. En tout cas, sur cette saison, je ne dis pas que c'est un meilleur joueur, Rafinha, mais il est nettement plus efficace. Le match de Yamal contre le Real, c'est... Oui, mais des matchs de Rafinha comme hier, tu peux en signer. C'est un poste vraiment particulier. Il y a une telle dimension confiance et être sûr de ton jeu qui peut te faire disparaître pendant des saisons et des saisons. C'est vraiment, il y a deux postes à exclure, quoi. C'est celui-là et celui de gardien. Où d'un coup, on va se dire, non, mais c'est pas possible. Combien de fois on s'est fait cette réflexion avec les gardiens, qu'Edouard Mendy notamment, pour prendre un exemple comme ça. On s'est dit, attendez, on l'a vu à un niveau. Là, le mec, il marche sur l'eau, tout ce qu'il tente, il le réussit. Je lui souhaite, je touche du bois pour lui, que cet état de grâce mentale se perpétue. C'est un équilibre extrêmement difficile, il y a un petit grain de sable. Rafinha, je pense qu'il a survécu à la période un peu sombre du Barça, là, il y a quelques années, avec le Covid, avec les problèmes financiers et tout ça. On parlait de lui d'un éventuel départ. Il est resté. Il a la confiance totale dans ses flics et de ses coéquipiers parce qu'il y a beaucoup de jeunes, justement. Il a pris de l'âge, Rafinha. Il est plus tout jeune. Hein, et donc, c'est lui qui encadre un peu ces nouveaux venus, dont Lamine Yamal. On les sent très complices. Et je pense que c'est ça, et tu parles de confiance. Là, il a un capital confiance qui est au top. Donc c'est pour ça qu'il se permet des choses et qu'il brille, en fait. Là, c'est ça. C'est la confiance totale. C'est de l'instinct pur, où il n'y réfléchit pas. Juste, il frappe, il rabat le pied, parce qu'il sait que c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. Un buteur qui doute, il va forcer l'entrée. Et puis, tu as forcément une complémentarité. Tu parles de Dani Olmo ou un autre, mais tu as une complémentarité de fonction des joueurs. Et Lewandowski exactement, dans cet équilibre. Ouais. Tu vas avoir un Pedri qui va avoir son propre rôle dans la construction de cette animation offensive. Ouais. Yamal va être plus le mec qui va dicter le tempo d'une phase offensive. Et la puissance, le dessus que tu prends sur l'adversaire physiquement contre des équipes qui sont, alors pas rétaffées parce qu'ils ont fait match nul, mais des équipes inférieures, c'est là que tu le vois, lui, sur la longueur, parce que physiquement, il va imposer quelque chose. Lewandowski, c'est en dents de scie, parce que, tu vois, il prend de l'âge. 34 ans, 35 ans. Et Yamal, lui, a un rôle beaucoup plus artiste, beaucoup plus... hybride, un peu plus libre. Après, il fatigue un peu aussi, hein, il est jeune. Yamal sait tout faire et c'est le meilleur joueur du monde, mais c'est mon avis à moi. Après, en termes d'impact, Rafinha a beaucoup plus d'impact parce que physiquement, il a explosé, je trouve. Tu vois, mais
On va se régaler avec ce Barça-là toute la saison parce qu'il laisse des espaces de fou à leur adversaire. Donc ça donne des matchs épiques à chaque fois. Dortmund-Barça, c'était ça. C'est un match de folie. J'ai pas souvenir, là, le match que j'oublie, mais c'est un gros match référence de la première à 90e où l'adversaire n'existe pas. J'ai peur pour eux, moi, quand même. Parce que ça peut être aussi un magnifique perdant, tu vois, ouais, bien sûr. Qui est déjà à 7 points en Liga, alors qu'on disait il y a quelques mois que c'était peut-être la meilleure équipe du monde avec Liverpool. Tu te dis, bon, ils sont jeunes, certes, mais... T'as envie de le voir maintenant, le Liverpool-Barça. T'as pas envie d'attendre Barça. T'as envie de le voir maintenant. Et puis on sait pas comment ce sera dans 2-3 mois, c'est toujours pareil. Tu peux avoir un Liverpool en difficulté complète. Enfin, je pense pas que ça arrivera, mais... Après, voilà, je voulais parler, moi, de l'Atlético, parce que ce qui a manqué aussi à City contre Paris, c'est un mec comme Alvarez, que je ne comprenais pas et que je découvre totalement en termes d'intensité physique, de mentalité. Ska, Rafinha aussi, c'est des mecs qui sont au duel. À un moment, on aurait pu se dire c'est un gamero ou c'est un mec qui est un peu gauche. Parle bien de Kevin. Mais Gamero, c'est un super joueur. Parle de c'est pas un joueur mondial. Et là, il nous montre que c'est en train de devenir... Il est avec nous ce soir. Non, mais il nous montre que c'est un joueur qui peut devenir un top mondial numéro 9. Oui. Et au final, il manque beaucoup à City parce que c'était des alternatives offensives énormes. De luxe. Et puis le taf qu'il accomplit en termes de pressing, en termes de course, d'énergie, de tout, ça influe énormément à cette équipe, quoi. Voilà. On peut dire un mot de Feyenoord, vite fait ou pas? Et Monaco, non? Bien sûr. Ouais, mais allez-y, les gars. Monaco, t'as raison. Monaco, je suis inquiet, moi, un peu. Inquiet, comme moi, j'ai beaucoup aimé leur match. Beaucoup aimé. J'ai bien aimé, justement, ce côté offensif sans Golovin. Avec les 3 jeunes, j'ai bien appelé les jeunes. J'ai l'impression que la saison va être en pointille. C'est compliqué, Il revient à rusher. Chaque saison, c'est un peu ça, en fait. Mais il joue de moins en moins. Akliouche, Ben Seguir, c'est bien. Bon, il y a beaucoup de déchets, c'est pas forcément net. Mais ça tente des choses, ça varie. Mbolo, bon, c'est un peu léger même devant. Mais moi, j'aime bien cette équipe de Monaco. C'est jeune, c'est frais. En plus, c'est bien. Moi, je suis très fan de Singo, justement, celui qui a marqué. De notre ami Biret, là. Michael Biret. Parce que Monaco, donc t'as Balogun qui se pète. J'attends de voir. Voilà. T'as Mbolo qui est en crise de confiance, qui est vraiment revenu de sa blessure. Ouais, mais sur ce match, je trouve qu'il apporte beaucoup. Oui, mais il pèse, mais à tous les matchs, il pèse. Mais il marque pas. Et donc au mercato d'hiver, parce que t'as quand même recruté Ileni Kena pour, si je dis pas de bêtises, 15 millions d'euros. Dans ces eaux-là, max. Un mec qui était à Amiens il y a 2 ans, qui a 19 ans. Vu le matos que t'as autour, c'est-à-dire Akliouche, Ben Seguir, Minamino, qui va pas éternellement être dans cette forme-là, machin, tu peux te dire, bon, je pars avec Mbolo, j'ai pris un prospect à 18 millions d'euros, bon, bah, je vais le faire jouer, quoi. Non, tu vas aller chercher Mika, Biret, machin. Alors, peut-être que leur stratégie, elle est payante, mais c'est un peu le panique du genre, là, le message que t'envoies, c'est à Balogun, c'est tu reviens dans 3 mois, mais on s'en fout, on a recruté, il y a 4 mecs à ton poste. À Mbolo, c'est attention. Ouais, il revient même dans 2 mois. Mbolo, tu lui dis attention, ça pousse derrière toi. Et le môme de 19 ans, tu lui dis bon, bah écoute, t'es gentil, mais en fait, tu vas faire des apparitions à la 80e. Alors, je veux bien qu'il donne pas satisfaction, il est Nikena, même si je suis perso assez fan de comment on joue. Il joue sur un côté pour l'instant, je pense, au départ. Je sais pas, mais je trouve ça étrange quand même d'aller recruter ce mec qui en plus va devoir s'adapter. Alors je sais qu'il est très cosmopolite par tradition, le vestiaire de Monaco, mais enfin. Bon, mais je trouve ça quand même très. Enfin, je suis déçu de la saison de Monaco pour l'instant, même s'ils ont battu le Barcelone, même s'ils vont se qualifier pour les 16e, ce qui est très bien. Mais en Europe, c'est quand même mieux. Mais je trouve que le jeu, par rapport à ce que tu dis, par rapport au matos qu'ils ont, il faut quand même se rendre compte de l'effectif de Monaco, que ce soit offensivement et défensivement. Parce qu'on ne parle même pas de l'aspect physique de cette équipe qui est légendaire depuis 15 ans. On parle de Yaya Touré à l'époque. Aujourd'hui, tu as des Zakaria monstrueux. Énorme. Mais ils sont très Zakaria. Il y a eu des Chouameni, finalement. Chouameni, l'équipe de France, Fofana. Et là, c'est encore remplacé. Lamine Camara. Mais on en parlait cet après-midi. Même Matasso, quoi. À Metz, c'était pas le même joueur. Enfin, ou alors il était bon à Metz quand même. Mais d'accord, oui, mais je sentais qu'il y avait tu le voyais aussi fort en Ligue des Champions? Moi, jamais j'aurais mis une pièce là-dessus. Mais franchement, c'est impressionnant. Bon joueur. C'est impressionnant. Je comprends. Enfin, c'est encore une découverte. Et lui, il va encore le vendre 60, quoi. Tu vois. Tu te dis, ils sont forts, mais. Mais si t'en sortes un 6 grand athlétique, t'as eu Pape Matar Sarr, bim, 50 millions, bam, Lamine Camara, Génération Foot. Il y a un train régulier tous les ans, ils arrivent. Ils ont cette force-là et ils ont aussi cette force
technique devant. Donc pour moi, ils ont une équipe qui peut faire une épopée presque, tu vois. Et je trouve Il leur manque des défenseurs. être à 4-5 points de Marseille, c'est pas normal. Tu vois, ils doivent être limite devant Marseille. Je trouve que c'est un effectif qui est construit pour un Golovin qui fait 25 matchs dans la saison, quoi. Pas moins. Oui, voilà. Quand tes deux atouts, c'est deux mecs qui, à eux deux, donc si tu fais la moyenne, ont 21 ans, Akliouche, Ben Seguir, qui forcément auront des trous. Ouais. Si t'as pas ton Golovin qui va te faire tes frappes, qui va te prendre le jeu à son compte. Qui peut quand même gérer ça. Il est un peu Irrégulier. C'est ça. Mais bon, voilà. Mais en Europe, c'est une belle bouffée d'oxygène pour eux, vraiment. D'accord. Pour le coup, ouais. Tu voulais rajouter quoi sur Monaco du coup? Puisque là, on est sur Monaco. Mais là, c'est une bonne transition en plus. Ah ouais. On est bien. Ligue 1, tu vois, hop, tac. Non, avant d'enchaîner sur la Ligue 1, voilà juste une Feyenoord. projection. Ah oui, non, Feyenoord. On dérange. Tu voulais nous dire. On est peut-être un peu long. On est peut-être un peu long. Ah non, On est- non, mais j'ai vu les stats du match. Ah, J'ai vu ouais. le résumé et les stats du match. Ouais, ce qui est- Il faut le dire quand même, c'est important. Le coach de Feyenoord, donc c'était Priske, si je dis pas de bêtises. Danois. Ouais. On avait connu de sa amie Tulande quand il faisait des miracles en Ligue des Champions. Exactement. Est menacé, donc vraiment à deux doigts de se faire dégager parce qu'il a 10 points de retard sur le PSV, il est 4ème derrière. Et le PSV qui fait une saison record Voilà. dans l'histoire de la... Incroyable. Ouais. Et le mec J'ai est vu ça. donc dans son stade avec une pression de malade. Tout le monde parle déjà de son remplaçant qui est le gars du Shakhtar parce que c'était l'ancien adjoint d'Arne Slot. Bon bref, aux Pays-Bas ils prennent pas de pincettes dans les médias. Il va dégager, son remplaçant il est déjà là machin. Il prend le Bayern. Bayern qui est pas assuré d'être dans le top 8, qui met l'équipe type, y a pas de... Qui joue vraiment le match. Et qui joue à fond. Bon, alors son gardien, il est touché par la grâce, il s'accroche à la barre, il arrête tout comme ça, c'est génial. Mais il leur colle 3-0, quoi. Il leur colle 3-0 en contre avec un Jiménez que j'espère que l'OM va réussir à l'avoir, quoi. J'ai l'impression C'est cher quand même. Hein. que Milan est vraiment à deux doigts de le prendre, mais enfin, il a mis... J'ai l'impression que l'OM, ils sont sur tous les. tous les 9, ouais. À lui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur lui. Il a mis 17 Attends, buts. on garde ça pour le sujet de la Ligue 1 Marseille-Nice, alors. Ah bah, Bon. allez, transition. Ok. Bon. Je suis d'accord. Non, quand même, je voulais qu'on se projette C'est rapidement Oh, ils nous sur emmerdent, sur la 8e journée. La 8e dernière. Sur la Gambardella. La Gambardella qui Selon vous, est-ce que le PSG va se faire éliminer? Est-ce que c'est Non, mais chaud attends. Franchement. Non, City fera-t-il partie des vainqueurs? Mais oui, qualifiés bien ou sûr pas? que oui. Ouais. Bien sûr que oui. Oui. Mais Je suis seul à penser que non. Et Paris? ah ouais. Non mais je sais pas parce Pour moi, que il y aura Bruges, pas- attention. Il n'y aura pas Et mieux. Paris Match nul. Paris Et Paris? Paris, oui. Non, mais il y a une Très très, moqué de moi il y a 30 secondes si une j'avais posé très la grosse question. cote pour que. J'ai vu le truc, c'est qu'il Ah oui, le pour que tableau. Paris, il faut qu'il y ait 3 résultats sur 6. Si Paris perd, c'est mort. En Non. gros. Bah Ah si, non, parce non. que tu les as vus, les éventualités Mais de... Milan doit perdre à domicile. Dortmund. Non, il faut qu'il y en ait 3 sur 5. Honnêtement, si Oui, mais Paris il y en a perd, ils deux qui sont sont- il y en a deux qui vraiment sont pas morts. bien. Il y en a 2 qui sont morts et ça se jouera à un truc. Voilà. Ouais, mais- Donc c'est pas si. C'est très Paris Saint-Germain de perdre 1-0 à Stuttgart. Ah, dans un match où si les deux équipes font nul, elles sont qualifiées toutes les deux, ce serait vraiment légendaire de... Voilà. Alors, il y a un tirage au sort le 31 janvier. 2 équipes par 2 équipes. C'est-à-dire que le 9e et le 10e vont Ouais. affronter le 23-24 et tirage au sort pour savoir qui s'affronte. Donc ça va être énorme. Et déjà la dernière Mercredi, journée on en sait- multiplex va être Mercredi, extraordinaire. on sait quels sont les 2 potentiels Ouais, adversaires. théoriquement, Allez enfin, T'as les droits, c'est chez toi, là. Ouais. Le multiple. Ce sera ici. Vous êtes tous invités. Évidemment. éventuellement, tu peux Rendez-vous tomber avec Dortmund au barrage. Hein. Tu peux tomber Lille aussi. Ouais. Tu peux tomber Lille aussi. T'as le droit. Il n'y a pas de protection de pays. Tu vois, ça peut être compliqué, hein, les barrages, mine de rien. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des matchs italiens, qu'on puisse enfin regarder légalement le championnat italien en Ligue des Champions, tu vois. Genre un Inter Milan, par exemple. Bon, on sait qui va gagner. Mais ouais. Voilà. Tu vois. Why not? Allez, un petit mot de la Ligue 1 avec l'affiche de cette 19e journée Petite de Ligue 1. respiration, non, je sais pas, Non, on respire pas. C'est ici. fini, déjà On suffoque. Ah, On d'accord. suffoque, c'est comme ça. C'est quoi les respirations? Ah, bah tiens. C'est genre un jingle, une virgule, mais j'ai pas envie, ok? Non, mais T'es Mani pas le l'a- seul dictateur Tu de penses que cette Mani émission. l'a préparé ou pas? Non, je lui ai dit pas de virgule pendant Ah, ok, l'émission. d'accord. Voilà, Ok. c'est un nouveau C'est quoi, c'est mantra. musical ou c'est... On va vraiment parler du Non, mais je veux dire, c'est... Je le fais à la bouche, c'est pour ça. Ok. Ah oui. Voilà. Ah, ça C'est s'y comme ça. méprendre, t'as vu? Vas-y, Mani, mets-le quand même pour juste Félix le voit. Voilà, Ok. c'est en différé. Tu peux tout en léger différé, mais il y a quand même. Ouais, je vous entends. J'ai eu le jingle, Alors, c'est bon. Au Mans, tout se passe très très bien. Non, un mot de Liga quand même pour parler de cette 19e journée de Liga et surtout de cette grande affiche qui nous attend. Dimanche soir, dans quelques jours, le derby du Sud entre Nice qui est 5e à 7 points de l'Olympique de Marseille, 2e et dauphin du Paris Saint-Germain. Marseille qui a 37 points et qui est donc à 9 longueurs du
PSG. Nice peut relancer cette bataille pour la deuxième place. Messieurs, c'est vrai, Ricky, on avait presque oublié, mais les Aiglons, ils sont là, sans faire de bruit, ils se rapprochent petit à petit de l'Europe, du podium. Est-ce que concrètement, tu les vois, j'allais dire, faire un coup à domicile, parce que sur le début de la saison, Marseille, vraiment à l'extérieur, est imprenable, pour pas dire autre chose, vraiment que des victoires, à part une seule défaite depuis le début de la saison. Est-ce que tu vois vraiment Nice faire un gros coup et relancer cette bataille à la deuxième place? Ça sera compliqué parce que je pense que Marseille a vraiment cet objectif d'accrocher cette seconde place. Bon, on sait que ça va être compliqué de viser le titre, mais pour eux, ça reste un objectif majeur, cette seconde place. Ça reste un derby pour eux. Je pense qu'ils sont dans les meilleures dispositions pour ce match-là. Après, Nice, c'est bon aussi. Hein. Ils ne font pas trop de bruit, mais ils sont réguliers dans les performances. Moi, j'ai bien aimé leur match à Reims. J'ai bien aimé aussi leur match contre Rennes, même si Rennes, c'était pas forcément... c'est pas fameux en ce moment. Ouais. Mais tout le monde se régale un peu. C'est pas fameux, on reste correct avec nos amis rennais. On embrasse Raymond Domenech d'ailleurs, qui confond Sampaoli. Oui, enfin bref. Et non, mais Nice, ils font pas de bruit. Et voilà, il y a du bon travail de Francaise. Je pense que depuis qu'il a exprimé un peu pas son spleen, mais son petit mal-être, tout ça, j'ai l'impression que ça a un peu soudé le groupe et ça se passe plutôt bien. Moi, des fois, excuse-moi, mais je parle souvent, pas souvent, quelques fois avec Tanguy Ndombele. Bien sûr. Et il se sent bien là-bas. Il est vraiment bien, il travaille avec l'équipe. Bon, il est moins éclatant que dans ses précédents clubs, parce que mais je pense qu'il s'est rangé dans un collectif. Non, mais bon, il joue. Parce que Tanguy il a moins d'éclat. C'est quand même. Francaise l'a mis. Je trouve ça magnifique. Vraiment, je pèse mes mots. Il l'a mis numéro 10 sur quelques matchs. Et ça m'a enchanté parce que j'ai retrouvé les gestes techniques de Tanguy Ndombele de son début de carrière quand il était à Lyon et qu'il était spectaculaire en 6, tu vois. Ouais. Mais là, il l'a fait jouer en 10 dans certains matchs. Il est haut, ouais. Et je l'ai trouvé, mais vraiment, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il est plus au service de l'équipe maintenant. Parce que je pense qu'il est délaissé un peu plus de tâches défensives, c'est pour ça qu'il est un peu haut. Mais il faut qu'il se refasse un peu physiquement. C'est ça aussi. Il a eu 2-3 dernières saisons. Bon, je parle de lui, mais après, il y a plein de joueurs aussi qui sont vraiment pas mal. Sofiane Diop, tout ça. Et puis il y a les jeunes Bouanani et Boudani, les deux qui sont... Boudaoui. Boudaoui. Il y a les deux. Oui. Bouanani et Boudaoui. Ok, voilà, le double B. Je suis incapable de le redire, donc eux, les bébés, qui sont en train d'exploser, qui sont des super prospects et qui sont en train d'exploser, qui vont devenir très. Ils font pas de bruit, en tout cas, ça reste une valeur sûre de notre ligue. Bouanani particulièrement cette année. Boudaoui, il a 2-3 saisons de Ligue 1 dans les jambes. Mais c'est vrai qu'il est un peu. Ouais, puis il a changé de poste assez souvent. Et Guessant. Moi, je suis désolé. À des échelles différentes, on est dans un contexte Rafinha. Mais tu vois ce que je veux dire? Il joue d'une justesse. Je l'avais vu assez maladroit, faut dire la vérité, tu vois. Et là, il fait une saison où, pour moi, c'est si ce n'est la révélation de la saison de Ligue 1 pour l'instant. Mais c'est vrai que tu marques un point, il y a un côté un peu Rafinha parce que à Nice on attendait des Jérémy Boga, des Mohamed Ali Chaud, des Terem Mofi, des Gaëtan Laborde, on a évoqué aussi Sofiane Diop, je pense à des Moukoko même qui sont arrivés et finalement l'arme offensive numéro 1 à Nice c'est Evan Guessant. Il y a un petit côté un peu... Francaise aime bien l'avant-centre anonyme, il faisait ça avec Wesley Saïd qui rentrait à Nantes, à Lens, Sotoka, l'avant-centre, l'anti-héros en numéro 9. Guessant, il est bluffant. Moi, il me bluffe. Je voyais le niveau qu'il pouvait afficher avant, même dans l'intelligence de jeu. Ouais, c'était assez rustre. C'était on se disait, voilà. Mais maintenant, il est un jeu de corps. Et puis une... Meilleur buteur et meilleur passeur sur le défenseur. Début de saison. Combien, pardon, t'as dit quoi? Meilleur buteur et meilleur passeur. 9 buts, 5 passes décisives. Le GOAT. Et au-delà du contexte un peu chaud que peuvent être les Nice-Marseille d'habitude, qui généralement... finissent bien après l'heure prévue pour rendre l'antenne. Le match aller était hyper intéressant parce que c'était le premier vrai écueil de De Zerbi. C'était une vraie victoire en trompe-l'œil de Marseille parce qu'il y avait ce but de dingue de Luis Enrique là, qui enroule, mais et Nice avait touché 3 ou 4 fois les poteaux. Ils avaient fait une vraie perf et ce match-là c'était un tournant parce que ça avait fait prendre conscience à Marseille de la valeur de leur effectif et à l'inverse ça avait vraiment mis la tête de Nice sous l'eau. Et depuis, les dynamiques se sont pas inversées parce que Marseille, avec le même 11. Je sais pas. Marseille a toujours ce problème du vélodrome là, cette saison, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer.
Mais en tout cas, ouais, c'est un vrai point de charnière. C'est un peu un poncif de journaliste. Hein. Je m'excuse pour ça de terminer la mission avec ça, mais c'est vraiment un point de charnière de leur saison. Ça de s'endormir. Franchement, si Marseille va taper Nice à Nice, voilà, c'est tout droit, quoi. Il y aura match nul. Ricky, c'est vrai que c'est assez étonnant. Comment est-ce que tu peux expliquer que Marseille à domicile, c'est seulement 13 points, 3 victoires sur 9 possibles pour l'Olympique de Marseille au Vélodrome, et à l'extérieur, c'est 7 victoires en 8 rencontres. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'à l'extérieur, il y a tout qui roule, peu importe l'équipe, mais en revanche, à domicile, il y a tout qui s'est... Alors, je vais peut-être sortir la réponse bateau. C'est peut-être la pression du Vélodrome, encore une fois. Je pense que les joueurs à l'extérieur ont plus de facilité. Ou alors, c'est aussi... On en parlait en début de saison déjà, c'est même le système de jeu de De Zerbi qui le veut, l'espace, la transition. Ils ont besoin de beaucoup d'espace. Tu te rappelles, Jo, on avait parlé du fameux match à Brest en début de saison où ils ont détruit Brest en transition. D'ailleurs, on embrasse Amavi s'il nous regarde. Jordan Amavi. Ouais, ce match-là, il a été très, très compliqué. Ouais, c'était compliqué, mais bon, ça reste un top joueur. Mais après, j'ai pas les souvenirs des matchs de Marseille. Il y a le match de Lyon aussi, malgré le fait qu'il soit à 10, c'était un match extraordinaire, même si après, à la fin, on connaît les polémiques qu'il y a eu. Mais voilà, ça reste une équipe qui a besoin d'espace, qui n'a pas forcément besoin du ballon, mais qui sait se projeter. On se répète, mais avec les Mason, avec des gars comme ça va très vite devant. Ouais, même Jonathan Leroux, tout ça. Ils savent, ils connaissent. Et donc, De Zerbi, je pense qu'il a plus d'aisance à l'extérieur. Et puis après, peut-être le contexte marseillais, l'exigence. Il y a quelque chose qui me dérange avec le contexte marseillais actuel. Et je trouve que ça ne prend pas la bonne tournure que ça devrait prendre. C'est là l'extrait qu'on va sortir de l'émission. Là, non, mais je suis un peu dérangé par cette espèce de rapport de force qui est imposé en ce moment par l'Olympique de Marseille. Aux instances. Tu peux ne pas être satisfait de ce qui se passe. Tu peux même être vraiment te faire. Alors comment dire, te faire avoir par l'arbitrage ou être vraiment. En tout cas, il n'y a pas un club qui... Ouais, voilà. Tu peux te sentir lésé par l'arbitrage et vraiment être défavorisé par l'arbitrage. Ça existe et c'est peut-être un peu ce qui se passe, ok. Mais faire un rapport de force avec tous les clubs de la première partie de tableau, comme ils l'ont fait avec Lille, ils le font avec Nice, ils le font un peu avec le PSG, mais moins... ils le font... Je trouve que c'est le mauvais combat qu'ils sont en train de mener en ce moment. Et maintenant contre les arbitres. Parce que ça gâche un peu le projet marseillais qui fonctionne. Le travail de Mehdi Benasser est fantastique depuis le début de la saison. Fantastique. Il met du professionnalisme dans ce club. Il met vraiment des étages. Tout est respecté. Ouais. C'est beaucoup moins le bordel que ça l'était avant. Et ça se voit, ça marche. Maintenant, ce qui se passe avec les transferts, ça me dérange aussi parce que c'est devenu normal maintenant. Il y a des joueurs qui font 6 mois dans un club. Genre Brassier, Eli Wahi. Ils font 6 mois et on les met dehors. Attends, tu parles de Marseille, mais à Rennes, là, il y en a combien qui sont arrivés en grande pompe Ça peut rentrer comme une heure de casting. Non, mais d'accord, mais 6 mois, ça n'arrivait pas avant. Si tu faisais 1 an, et après, à la fin de la saison, tu partais, tu allais ailleurs. Ouais. Mais je trouve ça un peu choquant. Ce qu'ils ont fait avec Verretou, c'était un rapport de force aussi. De l'écarter totalement du groupe. Et Chancel Bemba, à ton avis. Mais Chancel, c'est pareil. Non, mais tu vois, ça me dérange. C'est incroyable. Ça me dérange. C'est dommage parce que le projet sportif, purement sportif, est magnifique pour l'instant. Ouais. C'est une très grosse réussite et il faut le dire, c'est en grande partie Mehdi Benassia, De Zerbi qui a été critiqué. On l'a pas du tout critiqué quand on avait fait une émission. On avait dit que c'était un super coach et qu'il fallait un petit peu de temps et que les principes étaient là. Tu vois. Donc ça me dérange. Voilà. C'était mon petit coup de gueule de merde. On est d'accord quand un directeur sportif parle autant et partout, c'est mauvais signe. Un directeur sportif qui réussit sa saison, généralement tu l'entends 2 fois dans la saison. Quand on sort le DS au micro du diffuseur ou pas pour expliquer que nanani, que les arbitres, que la programmation... Après aujourd'hui les clubs ils envoient un peu qui ils veulent. Ils n'ont pas envie... il y a cette volonté de mettre aucun joueur au feu. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a énormément aussi d'étrangers. Ils se disent voilà, si on met des mecs qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas français, ils ne vont pas venir. Après, et ils envoient les mecs qui maîtrisent un peu leur corps. Benassia, donc on a bien compris, ils ont bien mis en lumière qu'il avait un nouveau poste qui était plus conseiller du président, mais parce que pour une légitimité en Europe, j'imagine, je peux le comprendre. Il est quoi, le directeur du football maintenant ? Directeur sportif. Directeur sportif, maintenant il y a des termes. Voilà. Mais moi je te rejoins totalement. Le boulot est vraiment bien exécuté, il n'y a pas beaucoup de dossiers qui posent problème.
cette histoire d'arbitrage là, pourquoi? Cette guéguerre avec Olivier Létang. Ouais, mais Après, je pense que vous savez, je pense ça peut pas être vertueux, ça peut rien apporter à l'OM. Rien. Dans chaque club, je pense que chacun a des fonctions bien établies. Je pense qu'à Marseille, c'est pas De Zerbi qui va aller au micro, qui va parler. Et donc, je pense que ça, c'est une tâche qui incombe à Mehdi, parce que voilà, c'est le représentant de la marque, de l'image de Marseille, donc c'est lui qui va au charbon. En plus, c'est son caractère. De toute façon, maintenant, on le connaît, Mehdi, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui va vers l'avant, qui dit des choses, qui est entier. Mais tu vois, il y a quand même une idée derrière la tête. Quand tu vas faire cette sortie, tu as 50 mètres pour aller au micro, sur les 50 mètres, tu te dis, bon, alors, attends, donc je vais dire ça, donc ça va être... Tu peux pas croire que c'est un truc instinctif. Et du coup, j'arrive pas à stratégie qui est mise en place. Après, pourquoi parce que voilà, il y a un contexte à mettre en place, il y a quelque chose à vouloir. Peut-être c'est leur stratégie, ils veulent mettre une pression, ils veulent se mettre dans une position où. Après, oui, ça peut leur desservir, attention, je dis pas que c'est la meilleure solution. Mais moi, en fait, je dis que voilà, c'est pas tous les DS, directeurs sportifs, qui parlent de la sorte, parce que chacun a ses fonctions. On sait, à Nantes, c'est plus Comboiré qui va aller au feu, parce que voilà, son caractère, c'est le coach. Dans d'autres mais tout ça pour dire que clubs, ça peut être d'autres personnes, ça peut être le DG. Mais là, c'est Mehdi là, qui a cette tâche. Après, oui, forcément, après, là, ils ont une stratégie globale, où lui, avec Longoria, c'est la bonne, pas la bonne, ça on en discute. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas forcément bon pour l'OM, ça peut leur porter préjudice. Mais surtout, c'est dommageable, parce que aujourd'hui, l'Olympique de Marseille fait une très belle saison, on peut le dire. Ils sont deuxièmes, ils ont battu des gros, dans des conditions aussi, tu racontais, on parlait des matchs contre Nice, contre Lyon, et on a l'impression qu'ils font plus parler d'eux par rapport à ce qu'ils rapportent dans les médias et dans ces rapports de force, plutôt qu'à leurs prestations sur le terrain. Alors qu'il y a des trucs à dire qui sont hyper intéressants pour nous, qui, par exemple, le retour de Rongier, exceptionnel dans l'équipe, tu vois, c'est des trucs qu'il faut mettre en avant et qui sont malheureusement moins mis en avant, parce que il y a ce rapport de force toujours qui est mis en avant. Alors, est-ce que c'est voulu? C'est volontaire. Je pense qu'il y a une manière de, pas de créer une diversion, mais voilà, de moins parler de l'équipe, de créer, on va dire, une sorte de débat autour de l'OM. C'est Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui, en gros, subissent toute la pression. Non, c'est un club particulier. C'est un club particulier où les égos se développent beaucoup plus. Je vise vraiment personne, parce que j'ai vraiment... Je parle pas de Benatia ou de Longoria ou de De Zerbi, mais on le sait qu'à Marseille, il y a eu un mème qui est passé sur Twitter de Rabiot avec des tresses. Ça fait 10 ans qu'il a une coupe de cheveux de duc. Au bout de 3 mois à Marseille, il a des dreads et tout, genre c'est normal. Qu'il a enlevé le match d'après. Voilà, exactement. Non, mais tu vois, c'est un club tellement différent, où il y a une pression tellement différente, il y a une appréhension des postes là-bas qui est tellement différente. Je peux comprendre, mais il faut qu'il fasse attention. Mais je peux comprendre un truc. À l'époque d'Olas, on a tous grandi, plus ou moins. Non, toi, Ricardo, t'as déjà... Si, je connais Olas. Non, mais je sais que t'as connu. Non, mais grandi avec le grand Olympique Lyonnais et le Olas paratonnerre, qui, dès qu'il perdait un match, c'était assez rare à être devant les médias et à allumer un contre-feu sur... C'est vrai que ce truc-là, ce contexte, il vient quand l'OM a laissé passer peut-être sa seule chance de trophée cette année, c'est-à-dire la Coupe de France, en se faisant sortir contre Lille, et Strasbourg, qui derrière pose question aussi dans la saison. Donc le public marseillais étant assez versatile et pouvant souvent se concentrer sur les siens pour les critiquer parfois à l'excès, c'est vrai que là, depuis 10 jours, ils se concentrent sur ces polémiques d'arbitrage un peu vaines, mais qui effectivement empêchent que le focus soit sur les 2 derniers matchs de l'OM. Bon, après, je pense qu'il y a pénalty sur Rouen. Je pense. J'adore cette conclusion. Pourtant, je suis un Strasbourgeois. Non, c'est vrai. C'est pour ça que il y a pénalty. Tu peux être lésé par l'arbitrage. Ça arrive d'être lésé par l'arbitrage. Mais tout cristalliser là-dessus, c'est une erreur. C'est ça que je pense. Parce que les performances de l'homme sont insuffisantes, les récentes. Et c'est dommage, tu vois. Alors, je préférerais qu'on dise, par exemple, aussi, Luis Enrique fait une super saison, tu vois, des trucs comme ça. Rongier top, il y a des... Rabiot revient top. Rabiot, il revient bien. J'étais sceptique, mais là, je suis vraiment content. Mais après, pour revenir au match, parce que je pense que c'est la question, c'est une trop belle occasion pour l'OM pour se manquer. Là, ils sont bien. Toi, tu vois bien l'OM... Ah oui, moi, je vois l'OM gagner contre Nice, à Nice. Avec ou sans Balerdi? Ouais, avec ou sans... C'est pas le même match, je pense. C'est pas le même match, mais en plus c'était chaud aussi la semaine dernière avec Balerdi, là-bas. Donc je pense que ça va être avec Balerdi. Tout le temps avec lui. Tu veux qu'on le dise, c'est ça? Balerdi est catastrophique, c'est ça? J'ai vu les derniers matchs où il est catastrophique. Il est moins bien. C'est catastrophique. Il est moins bien. Il est moins bien. Arrête. Il est trop surcoté? Beaucoup trop surcoté.
Mais tu sais bien que Ricky ne se prononcera pas là-dessus. Je veux voir autant en difficulté face à un Correct. Emmanuel Emega, qui est un bon attaquant de Ligue 1, mais pas plus. J'ose même pas imaginer Balerdi en Coupe d'Europe. Non, mais c'est surtout. Tu l'as vu contre Paris déjà. Non, mais c'est c'est surtout vrai. qu'il va tout le T'as pas temps tort, là là, où c'est la merde, il y va. Là où c'est les embrouilles, il y va. C'était une connerie de lui donner le brassard. Enfin, je pense Bien sûr. que lui donner le brassard, déjà que c'est quand même un. Là, il a un Les jaune. Argentins sont un peu intenses mentalement. Là, il a un On va le jaune. dire. Il y a C'est déjà. Il y a pénalty pour l'OM, il a déjà un jaune. Hein. Ouais. Et il va s'embrouiller avec je sais plus qui, alors que les deux étaient en train de rigoler ensemble. Il arrive, il s'embrouille. Mais Ouais. qu'est-ce que tu fais? Genre, Je calme-toi. pense pas que ce soit le plus aimé du championnat. Quand on entend Emmanuel Emega qui dit ouais, lui c'est mon petit et tout, je pense que ça doit pas être. Mais bon, c'est un match pour la Ligue des Champions. Ouais, Faut le dire clairement. Pour la seconde place, ouais. Je pense qu'il y aura un match nul et que Marseille risque de perdre des points et que derrière, tu as Monaco qui va un peu revenir dans la D'accord. danse. Pourquoi pas Lille? Toi, tu vois un nul Tout à fait. à Nice. Bon, tu peux enregistrer, y a pas de souci. Et toi Félix, tu vois quoi? Victoire de Nice. Ok. 1-0, Comme ça, on a les trois donateurs. 1-0 match Magnifique. infâme. Moi je pense que Nice va sans forcer. Je pense vraiment un 2-0 normal. Sans forcer, je te trouve. Non, je pense que Nice, ils ont vraiment le match aller en 7-0, tête. quoi, tu vois. Non, j'ai pas dit que ça allait être Nice-Saint-Etienne, mais je pense qu'ils vont gagner 2-0 assez tranquillement. D'accord. Vraiment. Ah non, moi je Face vois à- l'OM gagner. Moi, je Face vois à l'OM qui focus, perd énormément d'énergie avec tout ce qui se passe en ce moment Attention, dans les tu médias. as oublié quelque chose, mon cher Alexis. Nice joue ce soir, jeudi soir. Marseille ne joue pas. Nice, Non, mais En effet. et Il joue- Nice, il joue Quand bien même. Ouais, ouais. Quand Nice, bien même, ça t'enlève de bien l'énergie, de l'influx ça mental. fait 4 avec mois toi. qu'ils jouent avec l'équipe U18 en Il y a Ligue com- Europa il y a Confiance. combien Et d'ailleurs, il faut mettre devant 2000 spectateurs. faut malheureusement. mettre beaucoup de crédit à Francaise qui fait, avec énormément de blessés depuis le début de la saison, il a fait des entraînements où il y avait presque autant de professionnels que de jeunes du centre de formation. Donc Composé. Francaise voilà. fait du Francaise et il le fait très bien. Ah bah, il le fait, ouais. Et Avec un effet dans l'anonymat. J'aime beaucoup ce coach, moi. Ouais. J'aime beaucoup Francaise. on a fait une belle heure et quart ensemble, Magnifique. messieurs. Ça a été très très cool. On a mieux fini qu'on a commencé. Ouais. Parce que Surtout vous êtes Félix. exécrable au début de Surtout l'émission. Félix, Mais voilà, ouais. finalement, j'ai envie qu'on finisse la soirée ensemble. Merci vraiment à tous les trois. Merci Jo, merci Ricky, merci Félix. Encore. Merci à vous. J'ai la compo de Francaise là contre Elfsborg, ça ira. Ils C'est bon seront frais dimanche. On l'avait annoncé. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Quand tu veux. Ici, Je peux avoir une dernière petite respiration peut-être? Non, là tu Non, m'as demandé c'est- énormément. non, ouais, ok, Tu as ok, vu le bon. décalage entre l'image et le son, voilà, n'en demande pas énormément. On a les moyens qu'on mérite, évidemment. Donc restez branchés, restez connectés sur la zone, évidemment. Il y a énormément de choses qui vous attendent. Tu as fait la promo de Ricky pour son spectacle? Je t'ai dit, l'humour, c'est pas son truc. Ah, tu fais les deux ânes? Il m'a confondu avec Younes Depardieu, je pense. Je crois. Ouais. Pourtant, il y a Une différence. Et moi, je trouve qu'il y a une taille, quoi. ressemblance physique avec Geoffrey Kondogbia. Je trouve que tu as T'es le pas bas. le premier qui me l'a dit. C'est vrai? C'est vrai. Ah, mais Je ferai comme bien. Mais en fait, Si, il y a un air. Il y a un Non, air. et- dans allez, le- la mâchoire, elle- Donc, je disais, je sais pas, mais il y a un on va air, laisser ça, les c'est- deux loustiques. Non, mais on lui a déjà dit, donc s'enlacer, voilà. là, je sais pas quoi. Donc, voilà, la semaine prochaine, n'oubliez pas, grosse émission avec Jérémy Ménez et les frères Lopez, Maxime et Julien, joueurs du Paris FC. On sera évidemment tous ensemble pour parler PFC, parler des joueurs Lopez et puis parler Ligue 2, évidemment, et de football. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.